Bien penser l'interface d'utilisation d'une classe est une étape fondamentale dans toute bonne conception orientée objet. Une interface mal conçue, qui offrirait trop de prise à l'utilisateur externe sur les détails d'implémentation, peut s'avérer tout aussi dangereuse que de laisser en public des attributs. Nous allons dans ce qui suit comparer deux choix d'interface possibles pour une même classe. Dans un premier cas, l'interface offrira des fonctionnalités de trop bas niveau qui dévoilent à l'utilisateur externe les détails d'implémentation de la classe. Dans le second cas, l'interface n'offrira que ce qui est strictement nécessaire comme fonctionnalité. Et nous allons bien évidemment voir que la seconde option offre de nombreux avantages par rapport à la première. On s'intéresse ici à programmer une classe qui nous permette de jouer au jeu du morpion, tic-tac-toe. Donc le but du jeu, pour rappel, c'est sur une grille 3 sur 3. Les deux joueurs vont s'affronter. L'un qui va pouvoir poser, par exemple, des ronds, et un second qui va pouvoir poser des croix. Les joueurs vont jouer tour à tour, et l'idée est que le joueur a gagné s'il parvient à aligner 3 de ses jetons, soit en ligne, soit en diagonale, soit en colonne. Dans la première conception de jeu de morpion que vous avez sous les yeux ici, le programmeur-concepteur a une vision assez minimaliste des services qu'il veut offrir au monde extérieur. Donc, il s'est penché sur la conception en termes d'attributs, donc il s'est dit qu'il lui fallait une grille. Et puis, en termes de fonctionnalité, il propose à l'utilisateur externe comme méthode publique une méthode d'initialisation qui permette de partir d'une grille vide pour commencer à jouer. Et il offre simplement comme fonctionnalité un accès à la grille de jeu qui permettra de la remplir depuis l'extérieur de la classe en y plaçant par exemple des jetons rouges ou des croix bleues. Examinons maintenant de plus près les choix d'implémentation faits par notre programmeur-concepteur de la classe jeu morpion. Comment a-t-il choisi de modéliser par exemple la grille de jeu? Ici, on se rend compte qu'il a utilisé un tableau à une dimension. C'est un choix qui n'est peut-être pas naturel mais qui est tout à fait possible. Donc au final, une grille de jeu dans cette conception sera un tableau. Donc concrètement, l'objet gris sera une référence vers un tableau à une dimension. Donc on suppose ici que par exemple pour la première ligne, on utilise les 3 premières cases du tableau, les 3 suivantes pour la seconde ligne et les 3 dernières pour la dernière ligne de notre jeu de tic-tac-toe. La méthode d'initialisation se borne ici à construire le tableau et table sur les valeurs par défaut des entrées du tableau pour initialiser les différentes cases. Donc ici, nous aurons des zéros partout. Le programmeur de la classe jeu morpion a bien pris soin de déclarer en privé comme il se doit l'attribut gris, ce qui voudra dire concrètement que l'utilisateur externe de la classe jeu morpion ne pourra pas directement accéder à cet attribut. Donc si on déclare depuis l'extérieur une variable de type jeu morpion qui s'appellerait jeu, on ne peut pas directement accéder à la grille de jeu par cette notation. Par contre, il offre un accès à la grille puisqu'il faut quand même un minimum d'interaction depuis l'extérieur pour pouvoir remplir la grille. Donc concrètement ici, celui qui utilise la classe jeu morpion peut par exemple déclarer un tableau à une dimension qui serait sa grille, la grille sur laquelle il va jouer, et lui affecter ce que retourne getGris. Donc ce sera ici typiquement la référence vers le tableau modélisant la grille de jeu. Nous verrons que par le biais de cet accès à la grille, l'utilisateur de la classe jeu morpion peut faire des manipulations qui ne sont pas souhaitables. Passons maintenant du côté de l'utilisateur de la classe jeu morpion. Donc comme nous l'avons suggéré tout à l'heure, cet utilisateur peut déclarer et initialiser une variable de type jeu morpion. Il va ensuite bien sûr utiliser les fonctionnalités offertes par la classe pour pouvoir travailler concrètement avec sa variable jeu. Donc imaginons maintenant qu'il souhaite simplement réfléchir à comment placer un rond dans une case particulière. Une des premières choses que doit faire donc le programmeur utilisateur est de décider selon quelle convention il va remplir sa grille. De décider par exemple que s'il met un 1, ça veut dire qu'il a placé un rond sur la grille, et un 2, c'est qu'il a placé une croix. Sachant que un 0 modélise une case vide dans la grille de jeu. S'il veut placer un rond sur la première case du tableau, l'utilisateur n'a d'autre choix que d'accéder à la grille par la fonctionnalité getGris et d'utiliser cette référence à la grille pour y placer la valeur voulue. Donc concrètement, il doit savoir que le getGris lui donne un accès à la grille telle qu'implémentée dans la classe jeu morpion, que les 3 premières cases modélisent en fait la première ligne de la grille de jeu. Et selon ces conventions, il va donc, pour placer un rond à cette position, devoir mettre ici la valeur 1 dans cette première case.
ce qui se traduit par cette notation ici. Donc on accède à la grille du jeu et à la première case, on affecte la valeur 1. En utilisant les fonctionnalités offertes et de par le fait qu'il a un accès à la grille, même s'il est indirect au travers d'une fonctionnalité, eh bien, le programmeur utilisateur de la classe jeu morpion peut parfaitement aboutir à un jeu de morpion fonctionnel. Donc c'est à lui de se préoccuper de la logique du jeu, de faire alterner un joueur avec un autre, de placer les bons jetons aux bons endroits, et s'il est suffisamment précautionneux dans son travail, il peut tout à fait aboutir à une version fonctionnelle du jeu. Mais si l'on examine tout cela de plus près, on se rend compte que cette approche présente de très nombreux problèmes. En effet, le programmeur utilisateur de la classe jeu morpion ne peut absolument pas travailler sans connaître les détails intimes d'implémentation de la classe jeu morpion. Il doit savoir par exemple que les cases sont stockées sous forme d'entiers, sous la forme d'un tableau à une dimension avec une convention ligne par ligne. Il doit savoir que la case initialisée à 0 correspond à une case vide. Il doit lui-même faire un certain nombre de choix et de conventions, comme le fait que le 1 correspond au rond et que le 2 correspond à une croix. L'utilisateur doit connaître les détails intimes d'implémentation. Par ailleurs, le code auquel va aboutir le programmeur utilisateur de la classe jeu morpion est malheureusement complètement cryptique. Quelqu'un qui lirait cette ligne de code serait dans l'incapacité de la comprendre directement. Que veut dire ce 0? Que veut dire 1 ici? Il ne pourrait comprendre ce code sans aller lire l'intérieur de la classe jeu morpion qui est utilisée ici. Que se passe-t-il aussi si le programmeur de la classe jeu morpion décide de modifier ses choix d'implémentation? Supposons qu'au lieu de travailler avec un tableau à une dimension, ce qui n'était pas très naturel, il décide de passer à un tableau à 2 dimensions. Cette ligne de code devrait se réécrire alors comme ceci. Donc, on devrait modifier, le programmeur utilisateur de la classe jeu morpion devrait modifier ces lignes de code pour pouvoir s'adapter à la classe jeu morpion. Et s'il a écrit de très nombreuses lignes de code, eh bien l'intégralité de son code serait à revoir et à réécrire. Enfin, point très important et très dangereux, le programmeur concepteur de la classe jeu morpion offre à celui qui l'utilise un accès à la référence vers la grille de jeu en interne. Ce qui veut dire qu'en utilisant cette fonctionnalité, il devient possible à celui qui utilise la classe jeu morpion d'avoir accès à la référence par le biais de cette fonctionnalité qui lui permet d'accéder au tableau et de le modifier d'une façon qui n'est pas toujours souhaitée. Donc même si notre programmeur de la classe jeu morpion a bien pris le soin de déclarer l'attribut gris comme privé, ce qui interdit ce genre de manipulation, on peut faire exactement la même chose au travers des fonctionnalités qu'il a choisi d'offrir. Donc offrir un accès à la grille via cette méthode getGrille revient exactement au même que de laisser l'attribut comme public. De façon générale, lorsqu'un attribut est un objet, comme c'est le cas de la grille ici, offrir un accès à la référence à cet objet via un getter, comme c'est le cas ici, revient exactement au même qu'offrir un accès direct à l'attribut, puisqu'on peut manipuler l'objet au travers de la référence offerte. Il résulte de l'accès offert à la référence vers la grille de jeu toutes sortes de conséquences fâcheuses. Par exemple, le programmeur utilisateur peut, par inadvertance, calculer un mauvais indice d'accès à la grille et faire ce genre de choses. À ce moment-là, le programme s'arrêterait de façon abrupte en lançant un message d'erreur relativement difficile à décrypter. L'accès à la grille de jeu par le biais de la référence permet aussi toutes sortes de manipulations fantaisistes sur le contenu de la grille lui-même. Par exemple, au lieu de mettre un 1, imaginez que l'on mette un 42 ou toute autre valeur. Aucune validation n'est faite de façon intermédiaire. Donc imaginez par exemple que le programmeur utilisateur ait programmé par ailleurs une méthode getJoueur-gagnant qui regarde la grille pour savoir s'il y a un gagnant, c'est-à-dire 3 jetons alignés. Cette méthode joueur-gagnant s'attend à des valeurs comme 1 ou 2 dans la grille. Elle va tomber sur une valeur 42 et donc fatalement va se comporter d'une façon erronée. Enfin, si l'utilisateur avait envie de tricher et donc écraser un rond par une croix, ce qui normalement est interdit, une fois qu'un jeton est placé, on ne peut pas l'écraser par une autre valeur, ici, par le biais de l'accès à la grille via la référence, rien ne nous empêche de faire ce genre de manipulation frauduleuse. Donc, tout ceci démontre que les méthodes choisies par le programmeur concepteur, à savoir getGrille, donnent un accès incontrôlé aux détails intimes d'implémentation. Toutes ces manipulations peuvent se faire désormais sans aucune validation des données, ce qui ne correspond pas à une bonne conception.
Pour programmer une classe jeu morpion proprement encapsulée, il est impératif que les choix d'implémentation ne soient pas accessibles, visibles, au travers de l'interface d'utilisation qui est offerte au programmeur externe. Par ailleurs, les choix d'implémentation interne, comme par exemple comment représenter la grille, comment modéliser les jetons qui se posent sur la grille, doivent être du ressort de celui qui implémente la classe jeu morpion et non pas de celui qui l'utilise. Nous allons étudier dans ce qui suit une variante qui améliore la version précédente. Alors pour programmer proprement la classe jeu morpion, il va falloir bien sûr prendre un certain nombre de décisions quant à l'implémentation de la grille. Ici, on décide de l'implémenter d'une façon un petit peu plus parlante et explicite que nous l'avons fait tout à l'heure, en utilisant un tableau à 2 dimensions qui est plus proche de la représentation effective du jeu de morpion. Nous devons également décider de comment codifier les données que nous plaçons à l'intérieur de la grille. Et ici, il vaut bien sûr toujours mieux expliciter le plus possible les choix que l'on fait. Ceci peut se faire par exemple en introduisant un certain nombre de constantes qui vont donner une sémantique claire à la signification des différents entiers qu'on va placer dans notre tableau. Ensuite, contrairement à ce qui était fait dans la version précédente, ne pas compter sur des valeurs implicites par défaut pour le remplissage initial de la grille, mais rendre ce remplissage le plus explicite possible, ce que nous faisons ici. Donc en lisant par exemple cette portion de code, il est tout à fait évident que l'on est en train de remplir la grille du jeu de morpion avec des cases vides. Ensuite, l'idée principale est d'offrir aux utilisateurs de la classe jeu morpion uniquement un ensemble de méthodes bien choisies qui lui permettront d'interagir avec le plateau de jeu sans pour autant en connaître les détails d'implémentation. Par exemple, on peut lui fournir une méthode placer rond en lui indiquant qu'en fait le mode d'interaction c'est de fournir une ligne et une colonne, ce qui est assez naturel, et ensuite on se préoccupe en interne de comment implémenter concrètement le fait de mettre un rond à une ligne et une colonne données sur la grille de jeu. De façon analogue, on fournirait une méthode publique placer croix qui permettrait donc au programmeur utilisateur de jeu morpion de placer une croix en spécifiant simplement à quelle ligne et à quelle colonne il désire le faire. Placer un rond ou une croix sur une ligne et une colonne donnée se fait exactement selon les mêmes modalités, peu importe que ce soit un rond ou une croix que l'on place. Donc il est naturel ici de penser à modulariser les traitements en programmant une méthode placer coup qui se charge de placer un coup sur une ligne et une colonne donnée. Les deux méthodes placer rond et placer croix suffisent complètement à l'utilisateur externe pour pouvoir placer un rond ou une croix sur le plateau. Il n'est pas nécessaire par conséquent de lui fournir un accès à placer coup. Donc l'interface d'utilisation est complètement définie pour placer une pièce uniquement au moyen de ces deux méthodes-là. Ce qui veut dire qu'au moment où l'on va coder placer coup, eh bien on va coder cette méthode comme une méthode privée de la classe, qui aide simplement la classe à réaliser les traitements souhaités, mais qui n'est pas offerte comme fonctionnalité au programmeur utilisateur de la classe jeu morpion. Comme c'est le programmeur utilisateur qui va fournir la ligne et la colonne sur lequel il souhaite placer le coup, il est nécessaire, si l'on veut rendre les traitements plus robustes aux erreurs, de traiter les cas où ces lignes et ces colonnes ne correspondraient pas aux dimensions souhaitées pour la grille. Donc typiquement, si la ligne est en dessous de l'indice 0 ou en dessus de la taille de la grille, en termes de nombre de lignes, eh bien on doit signaler une erreur. Donc il faudrait rendre les traitements plus robustes en se chargeant de l'erreur ici. Une fois que l'on a vérifié que la ligne et la colonne transmises par l'utilisateur externe sont bel et bien valides, il nous faut encore bien vérifier que cette case particulière de la grille est bien vide. En effet, sur le jeu de morpion, vous n'avez pas le droit de placer un coup sur une case déjà remplie. Et si ça n'est pas le cas, eh bien il faut le signaler à nouveau comme un cas d'erreur. Le booléen qui sert de type de retour à la méthode placer coup permet d'indiquer si oui ou non on a réussi à placer notre coup sur la ligne et la colonne souhaitée. Les méthodes placer rond et placer croix vont faire usage de ce booléen. Donc elles vont retourner le booléen issu de l'appel à placer coup pour indiquer à l'utilisateur externe si oui ou non le placement d'une croix ou d'un rond à la ligne et à la colonne souhaitée s'est bien passé ou non. Voyons maintenant comment toutes ces modifications de la classe jeu morpion se manifestent pour celui qui l'utilise. Comme tout à l'heure, un programmeur qui souhaiterait utiliser la classe jeu morpion va déclarer une variable de ce type-là. Il va pouvoir l'initialiser au travers des fonctionnalités publiquement offertes, mais surtout, au moment de placer un coup, il va pouvoir
utiliser des fonctionnalités beaucoup plus explicites, comme ici placer rond, et qui ne nécessitent de sa part aucune connaissance de comment sont codifiées les données en interne. Donc ici, si je veux placer un rond, j'indique que je place un rond dans le jeu à la ligne 0 et à la colonne 0, et je peux également m'informer du fait que le fait de placer ce rond s'est bien passé ou non. On procéderait bien sûr de façon tout à fait analogue pour placer une croix sur une autre case de la grille de jeu. Alors cette façon d'implémenter la classe jeu Morpion, qui permet un usage beaucoup plus robuste et beaucoup plus explicite, ne nous affranchit pas cependant de devoir expliciter un certain nombre de conventions d'utilisation. Par exemple ici, nous imposons à celui qui utilise les méthodes fournies d'utiliser un système de numérotation qui est le suivant pour les lignes et les colonnes. Nous aurions pu en choisir un autre. Alors ces conventions doivent absolument être documentées au niveau de l'interface d'utilisation. La nouvelle implémentation de la classe jeu Morpion comporte de nombreux avantages par rapport à la première version proposée. En effet, elle permet de valider les données. Par exemple, il n'est plus possible dans cette nouvelle version de mettre une valeur invalide dans le tableau de jeu. Pourquoi? Eh bien parce que celui qui utilise les fonctionnalités de la classe jeu Morpion ne sait même pas que le vide est codifié comme un 0, que le 1 et le 2 représentent des ronds et des croix. Donc il utilise simplement une méthode placer rond ou placer croix, et c'est l'implémentation en interne qui se charge de la bonne codification. De même, il est impossible à l'utilisateur externe de cocher une case déjà cochée. Nous avons vu dans l'implémentation de placer coup que celle-ci vérifiait que la case était bel et bien vide avant de pouvoir y placer un nouveau jeton. Un autre point important et qui est garant d'une bonne conception orientée objet est ce que l'on appelle la séparation des soucis. Celui qui utilise la classe jeu Morpion n'a pas besoin de savoir comment en interne est représentée la grille et ce qui se passe concrètement lorsqu'il place une pièce sur le plateau. Les seules choses dont il a à se préoccuper, c'est de la logique du jeu, de comment il veut placer ses ronds et ses croix. Enfin, le code est compréhensible même pour un profane. Lorsque j'écris par exemple jeu.placer rond 00, je n'ai pas besoin de beaucoup d'explications pour savoir ce qui se passe concrètement. Ce n'était pas le cas dans la version antérieure où pour placer un jeton, je devais passer par des tournures complètement cryptiques de cette nature. Donc comparer les deux. Et vous voyez que la première version est beaucoup plus explicite et claire. De même, de par le fait que l'on traite explicitement les situations d'erreur et de façon exhaustive, il devient possible désormais d'avoir un message compréhensible pour toutes les opérations invalides. Dans la première version, lorsque nous essayons par exemple de placer un jeton en dehors des limites du tableau, eh bien cela se traduisait à l'exécution par un message ésotérique de lancement d'exception et un arrêt abrupt du programme. Il devient désormais possible de donner à l'utilisateur un message compréhensible lui indiquant qu'il essaye de placer un jeton dans une case invalide. Nous voici donc arrivés au terme de cette petite étude de cas sur le jeu de Morpion. Nous voyons donc que pour bien encapsuler, il est nécessaire de bien cacher les détails d'implémentation, de n'offrir que les fonctionnalités qui sont réellement utiles au monde extérieur et qui n'offrent pas de prise au monde extérieur pour pouvoir altérer et toucher aux détails d'implémentation.